ordonne la jonction des requêtes. Déclare irrecevable la requête du Parti démocratique de Guinée, Rassemblement démocratique africain, PDG-RDA, pour cause de forclusion. Déclare recevable les requêtes des candidats des partis que sont Rassemblement guinéen pour l'unité et le développement, RGUD, le Parti guinéen de la Renaissance, PGR, le Rassemblement pour la République, RPR, le Parti panafricain de Guinée, PAG, et le Parti démocratique conservateur, PDC. Au fond, déclare les recours mal fondés. Le RPG Arc-en-Ciel a plus de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale, 79 députés sur 114. Sur la liste uninominale, le parti au pouvoir a 5 femmes sur 37 circonscriptions électorales gagnées et 9 femmes sur 42 sièges obtenus à la proportionnelle. Les partis de l'opposition, comme le MPDG de Siaka Bari, le PGPD de Bintou Touré et le RGUD de Jean-Marc Teliano ont pu élire chacun une femme à l'Assemblée nationale. La Cour donc ordonne la notification du présent arrêt au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président de la Commission électorale nationale indépendante et aux différents candidats des partis politiques requérant à l'instance. Ordonne sa publication au journal officiel de la République. Ordonne sa transcription dans les registres à se destiner. Ainsi fait et jugé les jours, mois et an que dessus. En tout, cette nouvelle législature de 114 députés compte 17 femmes, contre 26 pour l'Assemblée sortante. Vous suivrez l'intégralité de la proclamation de ces résultats définitifs après ce journal. Actualité oblige, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a fait ce matin le point de l'évolution de la pandémie du Covid-19 en Guinée. C'était au cours d'un point de presse. Malheureusement, le nombre de malades prend une allure vertigineuse. À ce jour, le pays enregistre 404 cas confirmés, dont 41 guéris. Plus de précisions avec Mamadi Terna Kamisoko. Le chiffre grimpe à un rythme accéléré. Le nombre de personnes contaminées de coronavirus en Guinée a franchi la barre des 400 cas positifs. Même s'il y a un décès, le taux de guérison rassure les acteurs de la riposte. 315 personnes ont été testées hier et 41 personnes les résultats ont été positifs. Donc on a eu 41 nouveaux cas hier. Ce qui fait que du 12 mars au 15 avril, la Guinée a enregistré un total de 404 cas positifs de Covid-19, dont 41 sont sortis guéris et un décès hospitalier. Au cours de ce point de presse, le retour de la Tunisie de 124 Guinéens, dont un corps le 12 avril dernier, est longuement abordé. À ce jour, tous les passagers sont soumis aux 14 jours de confinement à leur domicile avant le résultat de leur test de dépistage au Covid-19. Ils ont été envoyés à Nongo, on les a prélevés et ils sont rentrés à la maison. On a retiré les passeports, ils sont rentrés à la maison et selon notre stratégie, on répartit les citoyens selon leur lieu de résidence. Donc aujourd'hui, il y a une équipe sur le terrain qui appelle ces personnes régulièrement et qui rend visite à d'autres pour s'assurer qu'ils n'ont pas de signes en faveur de la maladie. La situation épidémiologique actuelle inquiète avec la notification de nouveaux cas chaque jour. Mais pour l'ANSS, la donne pourrait changer bientôt. Ce qu'on a fait, quand les contacts, les voyageurs qui sont rentrés 10 contacts ont commencé à développer des signes, nous avons mis rapidement la machine de laboratoire en marche pour prélever un grand nombre de personnes. C'est-à-dire que chaque voyageur, surtout les derniers qui sont rentrés à partir du 6, 7, 8 avril, mars, avril, ont tous été prélevés. Et les personnes contacts qui sont autour de ces cas ont été prélevés, ce qui fait aujourd'hui que la Guinée, en si peu de temps, on a prélevé plus de 2000 personnes
et les résultats sont en train de sortir. C'est parmi ces personnes prélevées que nous sommes en train d'avoir des cas. Donc, on peut se dire, sans risque de se tromper, avec des marges d'erreur, que c'est dans ce lot, si on arrive, on a voulu attraper rapidement les cas, que si on arrive à avoir le résultat de tous ces 2000 personnes en risque, on va rapidement stabiliser nos cas parce qu'on aura extrait rapidement ces personnes, si ces personnes acceptent de venir à l'hôpital. Dans le but de briser la chaîne de contamination de la maladie, le respect des gestes barrières comme le lavage régulier des mains et le port de masques de protection individuelle est fortement conseillé par les autorités sanitaires du pays. Tous mobilisés contre le Covid-19, les jeunes innovateurs répondent aussi à l'appel de la nation. Un groupe de jeunes sous la coupe de l'incubateur Jatropha tente de mettre en place un ensemble de créations technologiques. C'est pour apporter des solutions concrètes à la lutte contre cette pandémie. Immersion dans ce monde technologique avec Moussa Koumara. La Guinée est en guerre contre le Covid-19 et les jeunes innovateurs se donnent la voix pour accompagner l'effort national. Dans ce laboratoire de l'incubateur Jatropha, ce groupe de jeunes développe différentes solutions. Parmi eux, Mamadou Silou Diawo, ingénieur en informatique. Depuis quelques jours, il tente de créer une montre intelligente 3.0 qui permettra de géolocaliser les potentiels suspects de la maladie à coronavirus à l'aide d'un capteur de signaux vitaux. Elle aura non seulement le GPS, les capteurs de température, c'est-à-dire non seulement à partir de l'ANSS, si c'est eux qui utiliseront l'application des restes de l'interface, ils auront la possibilité de localiser et de faire la prise en charge d'une personne suspecte ou malade à distance en fait. C'est un GPS, c'est-à-dire n'importe où. Ouais, exactement. L'essentiel, c'est que la personne soit dans le réseau en fait. Donc qu'il soit Kindia, Mamou, Zéro Corée. Il n'y a aucun souci pour l'ANSS de le localiser et de peut-être l'alerter même, lui dire de voilà, faites attention, vous présentez des signes de Covid par exemple. Donc grâce à la montre, ils peuvent remonter ces informations chez eux et savoir que voilà, telle personne commence à être suspecte ou telle personne est suspecte mais qu'elle se promène peut-être dans la ville et tout. Autre innovation de l'équipe, des visières médicales. Cette invention Made in Guinée sera mise à la disposition du personnel médical afin de les protéger contre toute forme de contamination. Dans la même lancée, des respirateurs sont en cours de création dans ces laboratoires d'idées pour doter les hôpitaux du pays. L'équipe compte finaliser l'opération après 14 jours avant de faire homologuer le produit fini par l'Organisation mondiale de la santé. Déjà, ces jeunes fabriquent des masques sur place. On a aussi développé des masques qui suivent l'homologation de l'AFNOR, qui est l'Association française de normalisation. C'est actuellement en France, il y a différents masques artisanaux qui sont développés. Donc on a suivi cette homologation pour justement les proposer au peuple de Guinée. Et on est en train de faire un respirateur avec les docteurs qui sont juste là pour essayer de pallier ce manque de respirateurs au niveau national. La contribution de ces jeunes est facilitée par l'incubateur Jatropha. L'objectif est d'accompagner l'effort de guerre contre le coronavirus afin de freiner sa propagation dans le pays. Nous avons mis à disposition notre laboratoire de fabrication et nous avons fait appel à ces jeunes entrepreneurs qui ont des idées de solutions pour éventuellement trouver des solutions qui pourront éradiquer rapidement ce virus de notre pays. Outre ces jeunes, Abdoulaye Koulibaly, ingénieur télécom, lui a développé une application adaptable à tous les téléphones Android. Elle est traduite dans toutes les langues locales et parle des moyens de prévention, des astuces et des syndromes. On a eu à mettre c'est-à-dire la langue du local de notre pays, Soussou, Malinké, Kersi, automatiquement. Et ça parle, ça explique les moyens de prévention de cette pandémie et en même temps en donnant des conseils pour cette pandémie. Donc c'est une application vraiment complète, installable dans Play Store, vous pouvez télécharger et c'est à la disposition de toute la nation de notre pays. Et le monde même, c'est gratuit, oui. Si la Guinée est menacée par la pandémie de coronavirus, ces jeunes ne comptent pas baisser les armes dans la lutte. L'intelligence artificielle va alors être leur fer de lance pour freiner la propagation du virus dans notre pays.
Comment compenser l'interdiction de regroupement des travailleurs dans les services? Une alternative est envisagée avec la présentation d'un projet de vidéoconférence ce matin même à la primature. Cette nouvelle plateforme va permettre de faciliter le travail en ligne afin de freiner la propagation de la maladie Covid-19. Ousmane Bangora, bureau de presse de la primature. En cette période de crise sanitaire, la Guinée, à l'instar des autres pays de la sous-région, envisage de mettre en place des infrastructures numériques. La mise en place de cet outil va permettre au cadre de l'ensemble de l'administration guinéenne de minimiser la chaîne de propagation de Covid-19 dans le pays. Ce projet pilote est un système de vidéoconférence. Ces canaux de communication audiovisuelle visent à répondre à la question fondamentale qui est la digitalisation. Dans un premier temps, le Conseil des ministres peut maintenant être tenu via téléconférence, c'est-à-dire par le système de vidéoconférence actuellement en place. L'université Gamal Nasser est maintenant connectée au réseau gouvernemental aussi. Un certain nombre des sites administratifs qui n'étaient pas connectés ont été réhabilités, font partie du réseau aussi. Ce plan de continuité de l'administration numérique va comprendre, au-delà des ministres et des cabinets administratifs des ministères, les personnels essentiels des départements. Donc avec l'appui de la fonction publique et tous les départements concernés, nous allons évaluer le personnel qui a besoin de travailler à distance et qui doit être outillé en outils numériques. L'Agence nationale de la gouvernance électronique et de l'administration de l'État, en collaboration avec l'administration centrale des grands projets, convaincue de l'avancée technologique, appuie l'idée. Donc Microsoft, pour répondre justement à la riposte du coronavirus, dans le monde entier a mis à disposition un outil de travail qu'on appelle Office 365, que vous pouvez voir là, qui a toutes ces applications. Donc c'est un outil qui est payant, mais Microsoft met à la disposition de l'ensemble du monde entier, donc le public et le privé, gratuitement pour 6 mois. À cet effet, nous assistons toutes les entités qui souhaitent bénéficier de cette gratuité. Une initiative de ce genre va vraiment permettre à l'administration de continuer à assurer en fait, le service minimum et d'éviter au maximum le contact et aussi limiter la propagation du virus au sein du personnel de l'administration. Les manières de procédure, on va assister les différents ministères dans leur échange afin qu'on compte tenu de la crise, qu'on simplifie en fait ces procédures de travail en numérisant en fait ces procédures-là avec ces outils qui vont mettre à disposition de l'administration. Désormais, à travers cette nouvelle plateforme, le gouvernement guinéen pourra tenir ses conseils des ministres et réaliser plein de télétravail. Ce nouveau système en Guinée permettra également aux élèves et étudiants de suivre des cours en ligne partout où ils se trouvent. Il suffit juste d'avoir la connexion. Touchés de plein fouet par la maladie de coronavirus et à l'image des autres secteurs, les médias connaissent un ralentissement des activités dans leur rédaction. Pour être au rendez-vous de l'information, la plupart de ces médias fonctionnent en mode télétravail. C'est un constat de notre équipe de reporters Abdelaziz Baldé, Aboubakar Sidik Souma. Dans la croisade contre le coronavirus, la presse guinéenne est montée en première ligne. Presque l'intégralité des éditions d'information et des articles de presse est consacrée à cette pandémie. À la RTG Coloma, plusieurs mesures de prévention sont mises en place. Lavage de mains obligatoire, prise des températures systématiques à la rentrée. Ici, aucun service n'est épargné, le personnel est réduit au minimum. Depuis les premières mesures annoncées par le chef de l'État le 27 mars 2020, nous avons pris les dispositions d'abord en commençant par réduire le nombre de personnes par jour, de sorte que les gens qui sont programmés dans les éditions d'information et qui ont des reportages, c'est eux qui viennent. Et les présentateurs, pas tout le monde à la fois. Même nos conseils ou nos conférences de rédaction, on les a réduits au strict minimum de personnes dans la mesure où c'est seulement soit les chefs de desk ou alors les reporters qui sont programmés le jour
qui viennent assister à nos conférences de rédaction. De la maison mère, nous nous rendons dans une rédaction privée. Le constat est le même. Journalistes rares, salle de rédaction déserte. Quelques responsables assurent le service minimum. Nous n'avions même pas encore enregistré le cas ici. La direction générale du groupe a décidé de passer en mode D, donc d'offrir le service minimum. C'est après cette décision que nous avons été faire le test. On s'est rendu compte qu'il y a 3 de nos collègues qui avaient été déclarés positifs. Maintenant, depuis lors, nous offrons le service minimum. Concrètement, ici à la rédaction, nous avons procédé à une répartition de l'équipe en 3 groupes. Donc, il y a un groupe qui vient lundi, mardi. Ils ne sont pas nombreux, c'est 5 journalistes, un technicien monteur et puis 2 techniciens de la régie. Ils font le journal et ils enregistrent pour éviter, bien entendu, de rester ici jusqu'à l'heure du couvre-feu. Et puis ils rentrent. Quand ils finissent leurs 2 jours, ils rentrent. Il faut la semaine prochaine encore pour qu'ils reviennent. Dans cette autre radio privée, nous sommes accueillis par le technicien. Il est le seul présent ce jour. C'est également lui qui assure le plus de températures. Ici, la plupart des émissions cèdent la place à la musique. À chaque 30 minutes, il faut que je lave ma main tout là. Avec le cas qui s'est passé ici, on a dit qu'il y a eu un cas ici, donc depuis lors, on est en train de laver les mains tout là. Pour combler le vide, pour ne pas que les auditeurs nous oublient et pour montrer toujours aux auditeurs que nous sommes toujours là pour eux. Face au risque de contamination, plusieurs sites d'information ont opté pour le télétravail. À Africa Guinée par exemple, seul le directeur de publication garde son poste. Depuis plus de 2 semaines maintenant, en tant que premier responsable, j'ai demandé à tous les membres du personnel de rester à la maison. Donc en quelle sorte nous faisons du télétravail. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas appelés à produire, donc à être actifs, donc à donner de l'information, mais ce qui leur a été demandé justement c'est de rester à la maison et puis nous échangeons beaucoup plus par mail, au téléphone et puis nous avons d'autres outils également qui nous permettent vraiment de rester en contact et de s'occuper des sujets qui font l'actualité. Certains reporters continuent toujours à aller sur le terrain, mais les méthodes de travail ont radicalement changé. Face à cette situation inédite, la presse nationale adapte son contenu à l'aide du numérique. Dans leur mission d'information, les hommes de médias sont toujours en première ligne et ce sont eux qui payent aujourd'hui le lourd tribut de cette pandémie. On dénombre 10 journalistes déclarés positifs du coronavirus. Face à cette triste réalité, la solidarité de la profession se manifeste. Reporters sans frontières et le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée annoncent des mesures d'accompagnement en faveur des journalistes alités. Mohamed Saliouba. Parmi les patients qui se battent contre le coronavirus dans ce centre hospitalo-universitaire, il y a 10 journalistes de la presse publique et privée. Des hommes des médias atteints par la maladie en plein exercice de leur mission, celle d'informer le public. Au sein de la profession, l'élan de solidarité se manifeste. Les journalistes aussi sont exposés à l'image des médecins. Reporters sans frontières va financer, va accompagner ces journalistes victimes de la maladie. Et déjà, nous avons contacté l'ANSS pour nous aider déjà à identifier, non seulement à identifier officiellement ces journalistes, mais aussi à ce que ces journalistes puissent remplir la fiche, demander afin qu'ils puissent bénéficier donc l'appui technique ou financier donc de Reporters sans frontières. La progression de la pandémie du coronavirus n'empêche pas les hommes des médias d'assurer leur mission d'information publique en dépit des risques de santé liés à la collecte de l'information. Le syndicat des professionnels de la presse privée demande plus de protection pour les hommes des médias. Toute communication passe par nous, toute activité pour parler de la visibilité passe par nous. On est exposé, si on dit à tout le monde de rester à la maison, nous on ne peut pas rester à la maison. On est obligé d'aller sur le terrain. Nous saluons déjà les efforts consentis par les uns et les autres. On voit des kits un peu partout, ainsi de suite. Mais la presse, ne serait-ce que les masques, ne serait-ce que les gants, ne serait-ce que d'autres kits,
nous permettant d'aller sur le terrain, couvrir notre activité en limitant cette chaîne de propagation. Dans certaines entreprises de presse du pays, les mesures sanitaires sont renforcées pour freiner la propagation de la maladie. Les grilles des programmes sont réaménagées pour limiter le regroupement du personnel et le risque de transmission de la maladie. Pour aller plus loin dans ce dossier, nous allons faire un arrêt au centre hospitalo-universitaire de Donka où sont alités nos confrères, parmi lesquels Boubacar Sanso-Baré du site Djeli.com et Mikini Moussa Kamara de la RTG. Depuis leur test de dépistage, ils sont admis aux soins médicaux. Comment vivent-ils cette maladie? Élément de réponse dans ce reportage de Hadiat Paris. C'est l'un des journalistes touchés par le coronavirus, hospitalisé au centre de traitement épidémiologique de Donka. Sourire aux lèvres, Boubacar Sanso nous entretient en toute gaieté. Car chez lui, aucun symptôme de la maladie n'est apparu jusqu'à présent. Mieux, son état de santé ne souffre pour le moment d'aucune complication. Je dois certainement être un patient asymptomatique. Donc je suis arrivé sans symptômes et depuis mon arrivée, je n'ai pas encore développé le moindre symptôme. Maintenant, quand je suis arrivé le lundi, c'était dans l'après-midi, tout de suite j'ai été pris en charge. J'ai eu accès aux 2 produits que j'ai commencé à prendre aussitôt. Et depuis, tout se passe plutôt bien pour ce qui est de la prise en charge. Les médicaments, notamment, j'ai continué à les prendre jusqu'aujourd'hui. Dans cette chambre de CHU Donka, le journaliste administrateur du site d'information legeli.com est à son 9e jour. Du côté des soignants eux-mêmes, ils sont très courtois, très disponibles et ils viennent recueillir nos plaintes, nos besoins. Maintenant, c'est dans les réponses et où il y a, quelquefois, ça peut être lent. Vous avez formulé une plainte, le temps que le problème que vous avez soulevé soit résolu, ça, par contre, ça prend assez de temps. Mais sinon, ici, ils viennent régulièrement pour demander des nouvelles et ils le font avec beaucoup de courtoisie, ça, il faut l'admettre. Journaliste reporter à la radio-diffusion-télévision guinéenne, Mikini Moussa est l'autre homme de médias porteur du coronavirus. Alité depuis 3 jours, il a déjà entamé sa prise en charge pour rompre l'évolution du virus dans son corps. J'avais un mot de tête et ma respiration se coupait et encore avec fatigue générale. On m'a donné beaucoup de produits et l'entretien aussi, le conseil des médecins remonte le moral. Et pour le moment, tout se passe très bien. Boubacar Sanso, Mikini Moussa et tant d'autres journalistes ont contracté le coronavirus dans l'exercice de leur profession. À noter que 2 journalistes sont sortis aujourd'hui de ce centre de traitement. Il s'agit d'Aboubacar Diallo d'Espace FM et de Mamadou Diallo de Ganga FM. Pour être tout à fait complet sur ce dossier, nous allons recevoir sur ce plateau le ministre de l'Information et de la Communication, Amara Samparé. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Macarin. Avez-vous lavé votre main? Oui, à l'instant. J'ai remarqué qu'il y a déjà l'hydroalcoolique posé sur le plateau, conformément à la lettre circulaire que j'avais fait distribuer dans l'ensemble des organes de presse, publics et privés. Monsieur le ministre, avant d'aborder la question des médias, la crise sociale exige la distanciation et pour la continuité des services administratifs, la communication par téléconférence est privilégiée. Demain, c'est jeudi, est-ce que le Conseil des ministres se tiendra chacun dans son bureau? Oui, effectivement, c'est ce qui est prévu et grâce aux bons offices de l'Agence nationale de la gouvernance électronique et de l'informatisation de l'État, le dispositif existant, faut-il le préciser, de téléconférence a été réactivé et les tests aujourd'hui ont été conduits sous d'ailleurs une partie de ma supervision pour s'assurer que demain, le conseil interministériel extraordinaire convoqué par le Premier ministre puisse se tenir à 10 h et chaque ministre dans son bureau. Ok, vous avez vu, là, dans le reportage, les médias aussi optent pour cette technologie qui ne remplace pas toutefois le travail de terrain, qui comporte aussi des risques, bien sûr. Est-ce qu'il y a un plan national élaboré à cet effet pour les médias? Un plan national pour les médias, je pense que c'est encore un peu prématuré. Nous n'avons pas réfléchi à cette question, en tout cas pas sous cet angle-là.
mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la technologie avance très rapidement et le télétravail, les téléconférences sont devenues monnaie courante dans les pays développés. Donc je pense qu'il est de bon ton que la Guinée puisse se mettre au diapason et adopter ces techniques modernes de communication. Et aujourd'hui, vu le contexte de la crise sanitaire, je pense que c'est pleinement d'actualité. Éviter le contact, respecter la distanciation sociale, donc privilégier les communications à distance à travers le réseau Internet qui est en train de s'étoffer en République de Guinée. Et quel appui à ces rédactions en termes de soutien pour qu'ils informent efficacement? Le ministère de l'Information est en train de réfléchir justement à quelques accompagnements possibles pour l'ensemble des entreprises de presse, mais aussi pour les médias de service public que vous êtes, afin de renforcer justement ces pratiques modernes de gestion du télétravail et de gestion du risque, parce qu'il n'est pas besoin de préciser qu'en temps de crise, en temps de guerre, les journalistes sont extrêmement exposés. Ils sont toujours en première ligne. Exactement, il faut qu'ils aillent chercher l'information à la source pour venir la transmettre à la population, et surtout que j'ai personnellement insisté pour que les informations qui sont retransmises par les médias soient des informations vérifiées, recoupées et fiables. Et le président de la République a même précisé de ne se référer qu'à 3 principales sources: l'OMS, le gouvernement et l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Monsieur le ministre dit journaliste, c'est un lourd tribut. Aucun plan de résilience sociale ni économique. Il y a un plan de résilience qui a été présenté par le Premier ministre, à savoir le plan de riposte économique développé par le gouvernement pour faire face à cette pandémie. Et c'est un plan dynamique. Aujourd'hui, les mesures qui sont prévues sont des mesures globales qui touchent l'ensemble des entreprises. Et il ne vous aura pas échappé que les organes de presse sont d'abord des entreprises de presse. Oui. Donc au titre des allègements fiscaux et au titre des reports de charges, sans oublier l'annulation des factures d'électricité et d'eau, les entreprises de presse vont bénéficier quand même d'une partie de ce plan de riposte. Mais bien entendu, c'est un plan qui peut évoluer en fonction de l'évolution de la crise, et il appartiendra au comité interministériel de pilotage de se pencher sur la question et de voir si dans des secteurs spécifiques, je pense à l'hôtellerie et au tourisme, je pense aussi à l'artisanat, si des mesures plus adaptées, plus personnalisées peuvent être prises pour accompagner nos concitoyens. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas de la RAC, mais il y a cette question de subvention annuelle de la presse privée. Est-ce que c'est d'actualité? Mais la subvention de la presse a toujours été payée chaque année. Bon, cette année, la RAC... Avec la crise sanitaire. Déjà, avec la crise sanitaire, ça risque de décaler un peu les échéances. Et pire encore, la RAC est arrivée, son mandat est arrivé à terme. Donc il faut renouveler aujourd'hui les commissaires. Donc je pense que toutes ces circonstances malheureuses risquent de reporter le paiement de la subvention des journalistes, mais rassurez-vous, elle sera payée. Le plan de riposte, notamment le couvre-feu, empêche les journalistes à bien mener leur travail. Par exemple, nous assistons à des tracasseries, même avec des laissez-passer pour des équipes de nuit. Quelle réponse envisagez-vous? Bon, je pense que d'abord, dans l'établissement des laissez-passer, il faut comprendre qu'il y a une seule autorité qui est habilitée à délivrer des laissez-passer. En matière de couvre-feu, ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont la charge de veiller au respect de cette disposition. Donc en la matière, c'est le haut commandement de la gendarmerie qui peut délivrer les laissez-passer. Je pense que si les demandes sont faites de façon normale, c'est-à-dire conformément à la procédure administrative en la matière, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, il peut toujours se trouver que sur le terrain, il y a parfois des agents un peu zélés. Bon, on ne peut pas aussi avoir la perfection absolue, mais nous allons passer le message au ministre d'État, ministre de la Défense nationale, pour qu'il veille au bon respect des laissez-passer qui ont été délivrés. Dans le plan de communication de réponse, une synergie des radios a été annoncée, une synergie des radios privées et publiques. Qu'en est-il aujourd'hui de ce projet? Il a été décidé de séparer les deux synergies parce que nous partons du principe que les radios privées ont quand même un public dédié, ils ont leur part d'audience, et les radios publiques aussi. Donc il y a déjà eu 2 ou 3 synergies organisées par la radio nationale et les radios rurales à l'intérieur du pays. En ce qui concerne les radios privées, elles sont toujours un peu en attente d'un soutien financier qui devrait venir
à travers les appuis des différents partenaires au développement qui accompagnent l'ANSS dans la gestion de cette crise. Donc je pense que ça ne saurait tarder. Les budgets sont déjà faits, les plans de communication aussi sont déjà établis. Donc très bientôt, on peut espérer avoir une synergie des radios privées. Pour finir, Monsieur le ministre, pendant cette crise, est-ce que vous avez une attente particulière sur le système d'information et de communication? Une attente particulière, oui. Je pense qu'il est extrêmement important de rappeler à vos confrères journalistes que pendant cette crise internationale, il est extrêmement important de faire bien attention aux informations qui sont diffusées. Il faut être sûr de recouper ces informations, il faut être sûr de donner des informations fiables à la population. Responsabilité sociale. Exactement, pour éviter l'intoxication et surtout d'installer la psychose dans la cité. Et je profite de votre plateau pour dire que malheureusement une certaine presse persiste à politiser cette crise et les réactions gouvernementales qui sont prises pour endiguer sa propagation. Je pense qu'aujourd'hui, le président a fait un appel à l'union sacrée. Tous les Guinéens devraient converger dans un même sens. L'ennemi, il est connu, c'est le Covid-19. Et donc, nous devons nous donner la main pour lui barrer la route. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Et ce chiffre du jour, 700 milliards de francs guinéens, c'est le manque à gagner par les soldats de l'économie guinéenne au compte du deuxième trimestre de l'année. Effet Covid-19 oblige des efforts pour faciliter non seulement la sortie des équipements et produits médicaux, mais aussi et surtout pour soulager les opérateurs économiques et les transitaires au bénéfice du panier de la ménagère. Images et commentaires à Almami David Silla, Isidore Gonanamo. À situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. C'est dans cet état d'esprit que la Direction générale des douanes guinéennes prend à bras le corps le respect des mesures barrières pour contrer en son sein la propagation du Covid-19. S'inscrivant dans la logique du plan de résilience du gouvernement, les douanes guinéennes privilégient la santé publique. Vous savez, il y a des équipements, des matériels, puis des médicaments qui sont importés dans le cadre de la lutte contre cette maladie, qui doivent être rapidement livrés aux destinataires. Donc la douane participe à la simplification et à la facilitation de la procédure liée à l'importation et à l'enlèvement de ces équipements d'urgence. Outre la santé des populations, les denrées alimentaires de première nécessité sont exonérées pour soulager les opérateurs économiques et stabiliser les prix sur le marché. Ces sacrifices vont considérablement dégraisser les recettes douanières du second trimestre de l'année en cours. Le riz, par exemple, le riz de 25% de brisure, qui était dédouané sur la base de $400 ou $450 la tonne, ce dédouanement, cette valeur a été ramenée à $100 la tonne. Alors, pour le sucre, le dédouanement, la base taxable à la tonne était de $365. Le gouvernement a également décidé de ramener la base taxable du sucre à $320 la tonne. Alors vous comprendrez qu'il y a des manques à gagner qui sont générés aussitôt. Donc, ce qui voudrait dire que pendant le premier trimestre, si nous avons fait 2266 milliards, pour le deuxième trimestre, nous allons perdre au moins le tiers de ça. Alors, ce qui fait environ les 700 milliards. Le manque à gagner sur les 3 mois à venir. Environ 241 milliards par mois. Ici, au centre de contrôle des marchandises, le personnel réduit a vu son temps de travail chamboulé et son rendement décroître. On avait l'habitude de faire une moyenne de 300 conteneurs, 350, et avec la mesure qui est là, le scanning jusqu'à 17h, nous faisons une moyenne de 200, de 250, de 230. Donc les opérations de scanning ont considérablement baissé. Comme à la douane, le Covid-19 frappe de plein fouet tous les secteurs de la vie nationale. Les soldats de l'économie croient dur comme fer que pour combattre cette maladie qui n'épargne personne, le respect scrupuleux des mesures barrières doit guider au quotidien le comportement de chacun et de tous. Et puis, fin de formation des officiers de la deuxième promotion de l'école militaire de Mania. Ils sont 72 officiers à obtenir leur diplôme, parmi lesquels 2 femmes. La cérémonie de remise avec sergent-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire.
L'école militaire interarmes de Mania est un établissement d'enseignement à vocation nationale. Chaque année, ce temple du savoir forme plusieurs promotions de cadres de l'armée guinéenne. C'est le cas de la 8e promotion du cours de formation des futurs commandants d'unité CFCU. Au nombre de 72, dont 2 femmes, ces stagiaires ont obtenu leur diplôme ce mercredi après 5 mois de formation théorique et pratique reçue dans cette école. C'est de remercier d'abord les autorités militaires et encourager, s'il faut, le suivi de ce projet de formation des futurs commandants d'unité. Car sans cela, les unités seront dans des difficultés. Commandants d'unité que nous sommes maintenant, nous sommes d'abord des instructeurs, nous sommes des modèles et nous allons tenter de restituer ces cours. Intervenue dans un contexte de crise sanitaire mondiale, cette activité de fin de stage s'est déroulée à la place d'Armes, conformément au principe de l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République. Le but de cette formation, c'est tout d'abord former des commandants d'unités élémentaires capables de tenir une compagnie d'infanterie en temps de paix comme en temps de crise. Préparer les jeunes officiers à affronter les concours pour le cours d'état-major, mais également préparer les officiers à tenir un centre opérationnel niveau bataillon. Avec cette pandémie, la hiérarchie a ordonné à ce que cette remise soit célébrée de façon sobre et en interne aux écoles militaires de Mania. Le CFCU est le stade suprême de formation militaire reçu en Guinée. Contrairement aux précédentes promotions, 2 officiers de cette 8e promotion ont décroché le certificat de tir, une première dans cette école. On en vient à cette coopération militaire dans la lutte contre le Covid-19. Le ministère de la Défense nationale offre 200 tonnes de riz à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La remise s'est déroulée en présence des autorités militaires et les cadres du ministère de la Santé. Reportage signé Adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Est une préoccupation de tous. C'est dans cette dynamique que les forces armées guinéennes ont offert 200 tonnes de riz à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La remise de ces dons s'est déroulée à la pharmacie centrale de Guinée. Il est destiné aux personnes contacts confinées et le personnel soignant. Monsieur le ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a bien voulu faire ce modeste don pour aider le pays à sortir de cette impasse. Merci au ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, pour ce grand geste, pour ce soutien à ces soldats qui sont aujourd'hui préoccupés pour contrer cette pandémie. Ceci ne pourra que reconforter cette lutte qui aujourd'hui constitue une préoccupation mondiale, pourquoi pas une préoccupation spéciale, particulière pour les soldats guinéens. Les autorités sanitaires et le représentant du ministère de la Défense nationale ont invité la population guinéenne au strict respect des gestes barrières, seul moyen d'éviter cette maladie. Du côté de la ville d'Alumine de Fria, un plan de riposte préfectoral est en marche avec une batterie de mesures préventives. Déjà, la prise de température et le lavage systématique des mains sont intégrés dans les habitudes et cela avant même l'accès à la ville. Les fils ressortissants appuient ce dispositif avec le don d'un important lot de matériel préventif à la commission de lutte. Abouakar Junior Kamara. Fria, une ville minière et une population cosmopolite. Ici, les nouvelles de la pandémie qui sévit dans le monde sont traitées avec une grande attention. Nous sommes dans la localité de Sombori où le comité préfectoral de riposte multiplie les campagnes de sensibilisation. Déjà, des barrières sont installées pour le lavage des mains et la prise des températures. Autre mesure, la mise en place d'une cellule de veille pour la supervision des mouvements de foule et la gestion d'éventuels cas suspects. Notre engagement, ce n'est pas seulement de donner au président du district ce matin, mais une commission sera mise en place pour aller contrôler dans les secteurs, voir exactement si ce qui a été dit, c'est ce qui est en train de se faire au niveau de chaque secteur. Le plan de riposte préfectorale nécessite un engagement pratique. D'où cette opération de distribution de plus de 500 kits de lavage de mains et 2000 cartons de savon.
Ils sont distribués aux quartiers de la ville, mais aussi les 3 communes rurales de Fria. Nous allons mobiliser la famille et toute la population de Fria de se laver les mains matin et soir. Après le marché, on vient se laver les mains devant la maison des jeunes de Fria. Vraiment, nous sommes très ravis. Le plan est ambitieux et la mise en pratique nécessite l'implication de toutes les composantes sociales, y compris les ressortissants de Fria. Ces derniers d'ailleurs ont décidé de s'adresser directement aux populations pour les inviter à respecter les mesures barrières. On a proposé aux autorités locales des accompagnements. On avait procédé à une première remise de kits sanitaires à la population de Fria, mais qui n'était pas suffisant. Et aujourd'hui, il y a un important lot de kits qu'on met à la disposition de toutes les autorités, parce que notre devoir, c'est de respecter non seulement la volonté du président de la République, accompagner les autorités locales et continuer à sensibiliser la population. Tromelin est la première étape d'un vaste programme de sensibilisation et d'aide apportée aux citoyens de Fria. Le plan de riposte prévoit également la pulvérisation complète du grand marché de la préfecture. À présent, le tour de l'actualité mondiale sous forme de télégramme réalisé et commenté